Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler, déjà, je vais parler tout seul, donc je vais pas dire on va parler de la bourse, comprendre la bourse. Je vais essayer d'aller droit au but. J'aurais bien voulu appeler l'épisode comprendre la bourse en 30 minutes, mais je vous assure pas que je vais pouvoir vous l'expliquer en 30 minutes. De toute façon, si vous voulez aller pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cet épisode? Parce que tout simplement, j'ai fait une story Instagram, j'avais 91% de répondants qui m'ont dit qu'ils souhaitaient que je fasse un épisode sur le sujet. De plus, j'ai lancé une formation sur la bourse. Il y a beaucoup de personnes qui, hem, qui l'ont rejoint. Donc la formation, elle est à un tarif très accessible parce que justement, pour moi, c'est très important. En tout cas, c'est mon point de vue. Vu la démographie actuelle, vu les enjeux actuels, ben, on sait très bien que à long terme, nos revenus, surtout via la retraite, ils sont pas assurés. Et donc la bourse, c'est vraiment un excellent moyen de se protéger à la fois contre l'inflation, de profiter des profits des entreprises. On va voir dans cet épisode comment, et ben justement, pourquoi la bourse augmente, comment elle augmente, pourquoi c'est pas un casino, pourquoi c'est pas un jeu à somme nulle comme pourraient l'être d'autres types d'actifs. Par exemple, l'or, à mon avis, c'est un jeu à somme nulle, ou les cryptos. En gros, quand il y a des gagnants, il y a des perdants. La bourse, ça se passe pas exactement comme ça, parce qu'il y a vraiment de l'argent qui est injecté en continu, ben, via en fait les profits qui sont générés par les sociétés. Donc, je trouvais, en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit: «Ouais, la bourse, ça m'intéresse, mais je sais pas si je prends la formation parce que, j'y connais rien, j'y comprends rien» et cetera. Donc moi, je vais vous faire un épisode, et je vais pas faire un épisode, je pense que ça existe nulle part ailleurs, sur YouTube ou quoi. Ce sera un épisode comprendre la bourse, mais notamment pour les investisseurs immobiliers, ou en tout cas en faisant les comparatifs avec l'immobilier. Pourquoi? Parce que tout le monde a déjà été locataire une fois dans sa vie, ou alors propriétaire bailleur, ou alors simplement propriétaire, et faire les parallèles entre la bourse et l'immobilier. Il y en a plein qu'on peut faire. C'est très intéressant. Donc voilà, de toute façon, si vous voulez approfondir, bien sûr, vous pouvez prendre ma formation sur la bourse de la théorie au gros billets. Il y a plus de 6 heures de contenu à la base pour les leçons, contenu audio, vidéo, parce que je sais très bien que les vidéos, tout le monde n'a pas le temps de les regarder. Par contre, j'ai Angus qui va passer, Angus Barbeil, qui a écrit un livre qui va passer sur le podcast prochainement. Il partage en story, merci beaucoup, ben, justement, les leçons qu'il est en train d'apprendre en suivant la formation. Moi, j'ai fait audio, vidéo, plus support, plus détail des points clés de chaque leçon. Pour vraiment, je sais, nos vies, elles sont très remplies, elles sont très compliquées. Il y a des personnes, peut-être parfois au bureau, ils peuvent regarder un PDF. Donc voilà, j'ai les slides, vous pouvez les télécharger. Il y en a à leur métier, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent écouter. J'ai des infirmiers, des personnes même qui font le ménage, qui justement, ben, ou alors sur les chantiers, écoutent plutôt que regardent en vidéo. Donc voilà, j'ai toujours fait en sorte que vous puissiez écouter les épisodes en plus de la vidéo. La vidéo, ça peut apporter un point supplémentaire dans, ben, notamment dans la mémorisation, et puis peut-être dans l'illustration de certains exemples, mais tout est fait toujours pour que vous puissiez l'avoir également en audio. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur mon site grosbillet.com. Je ne vous le présente plus. Et je voulais faire un petit point avec vous, et attention, spoiler, vous aurez le droit à une petite réduction avec un mot que je vais dire en cours d'épisode, et ce sera plutôt vers la fin si vous n'avez pas le temps, et ce sera vraiment que pour cet épisode. Ce sera une réduction juste pour les auditeurs de cet épisode. Je le partagerai pas en story, je le partagerai pas sur Instagram, je le partagerai pas dans d'autres épisodes. Ce sera vraiment pour juste pour les auditeurs de cet épisode. Et bon, je le mettrai quand même parce que je suis cool. Je le mettrai quand même dans les notes de l'épisode si jamais vous l'avez oublié. Mais ce sera dans la fin de l'épisode que je vais le citer. Avant de démarrer, je voulais vous raconter un point que je pense très important. Alors bon, rien à voir, mais je vous avais dit que je suis en train d'acheter un appartement. Là, j'ai signé le compromis, j'ai fait la demande de financement. Mon banquier a de nouveau fait des miracles avec les chiffres, et donc là, il m'a sorti, en fait, souvent, en fait, il me sort tous les endettements que j'ai en société. Donc, en nom propre, je suis endetté à 34,2%. Ça s'invente pas. Donc voilà, sous les 35%. Bon, bah, tant qu'on y est, voilà. Je suis très content. Et en fait, un point que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que j'ai repréparé. Ça faisait à peu près 1 an que j'avais plus fait de dossier bancaire pour moi-même. Donc, il y a eu des bonnes surprises, des moins bonnes surprises. Les bonnes surprises, c'est notamment, bah, les portefeuilles boursiers, crypto, mais même si c'est beaucoup plus marginal, qui sont envolés. Donc ça m'amène beaucoup quand je présente à la banque, ben mes comptes financiers, mon épargne financière. Bah voilà, j'affiche des portefeuilles qui sont plus importants, et en plus avec des plus-values. Il y a vraiment du vert partout.
Parce que, ben, voilà, la bourse augmente régulièrement avec l'inflation. Les sociétés, elles ont gagné énormément d'argent, même si on parle toujours du boulanger qui a eu beaucoup plus de frais de chauffage. L'argent, il va bien quelque part. L'argent, il disparaît pas. Donc, il y a des sociétés qui profitent clairement de l'inflation, bien leur en face, hein, entre guillemets. C'est pas à nous c'est pas en tout cas à moi de juger. Mais voilà, si vous avez l'impression que votre pouvoir d'achat est diminue, bah, justement, via la bourse, c'est un moyen de le récupérer parce que bah tout augmente, c'est comme ça. On n'a pas vraiment le choix, et tant mieux quand c'est les loyers, parce que nous, nos emprunts en général, ils sont fixes. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à la location courte durée. Donc moi, je suis pas un gros fan de la location courte durée parce que bah en fait, j'en ai une qui tourne full. J'en ai eu un peu plus, mais je les ai arrêtés. Les autres, je trouvais que c'était pas si rentable en termes de temps, énergie. Donc celle que j'ai, bah, j'en parle assez régulièrement. C'est mon petit appartement là qui fait plus de 30% de renta, et grâce à des concierges qui partagent souvent en story à l'épisode. Donc merci à vous. Je sais que c'est pas de tout repos. Par contre, là où c'est intéressant, c'est en fait quand vous préparez votre dossier bancaire. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que personne, même un banquier, ne sait pas comment fonctionnent toutes les banques, tous les banquiers et leur analyse. Mais moi, en tout cas, quand vous présentez des montants de LCD, c'est des montants qui sont très importants pour les dossiers bancaires. On est vite au-delà de 1 000 euros, alors que c'est assez dur d'avoir des loyers à 1 000 euros en longue durée. Et donc, clairement, ça va jouer sur votre endettement si vous êtes limite. Donc, enfin, c'est vraiment une question à vous poser si vous voulez enchaîner. Pourquoi pas bah, commencer par des locations courte durée, ou alors en faire à un moment, quitte à ne plus en faire plus tard, pour avoir justement des gros chiffres. Et moi, je vous l'avais dit, j'ai aussi, je, je vais pas vous faire, allez, je vous le dis une fois pour toutes, j'ai une formation sur la bourse, une sur comment négocier un bien immobilier, une sur le podcast et une sur comment faire des dizaines de milliers d'euros avec, enfin, au moins 10 000 euros. Combien j'ai fait 10 000 euros en 3 mois avec la location de sa résidence principale quand vous n'êtes pas là, ou une partie de la résidence principale. Euh, donc voilà, si vous allez sur mon site grosbillet.com, et vous aurez les infos. Et voilà, par exemple, moi, l'an dernier, bah, j'étais pas mal. Vous savez, je voyais au moins dans 10 pays par an. J'étais 2 fois en Amérique l'an dernier. Enfin voilà, j'adore voyager. Et d'ailleurs, dans quelques heures, je vais à Toulouse pour rencontrer plusieurs invités du podcast et plusieurs auditeurs du podcast. Donc je suis trop content, et je vais même être hébergé euh, chez un des invités que j'ai eu. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que bah, j'étais bien content d'afficher donc je vais pas vous le cacher, sur 6 mois à peu près l'an dernier, j'avais fait, j'ai les chiffres là, c'était 10 500 euros de location de ma résidence principale quand j'étais pas là. Donc moi, c'est quand je suis pas là, je loue une partie de ma résidence principale. Donc voilà, 10 500 euros. Bah, j'étais bien content de les présenter au banquier pour son calcul de l'endettement. Il m'a dit, ouais, je vais en tenir compte d'une manière ou d'une autre. Je sais pas exactement comment il en a tenu compte. Mais voilà, c'est clairement 34,2%. Si ça se trouve, si j'avais pas fait ça, indépendamment déjà des 10 000 euros, bah, ça me fait toujours plaisir hein, d'avoir 10 000 euros en plus à la fin de l'année. Mais alors, je vous le cache pas, c'est un peu de travail, hein. Mais en tout cas, 10 000 euros, ben, j'ai pu les présenter au banquier, et donc mon endettement, il passe à 0,8 par rapport aux critères des 35%. Et moi, je suis pas sûr que j'arriverai à avoir des dérogations, en tout cas en nom propre, notamment parce que je suis non résident, et vous le savez, ça pose autant. Moi, j'ai jamais mis beaucoup d'apports. Souvent, on entend du 30-40%. Moi, je mets en général 10% du projet total. Mais bon, voilà, est-ce que j'aurai les dérogations? J'en sais rien. De toute façon, les prochains biens, ce sera en société. Là, mon associé, il est au Canada depuis quelques temps, mon associé historique, donc on va voir comment on se débrouille pour continuer éventuellement. Donc ça, c'était le premier point, location courte durée. Mine de rien, ça prend du temps, ça rapporte pas toujours beaucoup, beaucoup plus que de la longue durée, une fois qu'on a mis tout bout à bout, le chauffage, l'électricité, etc. Mais Internet, mais voilà, quand vous allez devant la banque, ils connaissent pas vraiment tous les coûts que vous allez avoir en plus. Quand vous montrez du 1000, 1200, 1500, moi, ma résidence principale, bon, après, j'habite dans une ville qui est chère, mais en gros, ça doit faire 1600, 1700 euros par mois que j'ai pu présenter. Et ben, mine de rien, ça va jouer sur votre dossier bancaire. Deuxième point, bah, c'est un peu marrant parce que justement là, j'ai recommencé à le faire. Je l'avais pas fait en début d'année parce que bah il faisait pas très beau, et donc je me suis dit enfin il y avait beaucoup moins de touristes. Mais là, je l'ai fait, et on me dit toujours, est-ce que tu gagnes de l'argent avec le podcast? Non, je ne gagne pas d'argent avec les écoutes du podcast. C'est pas, on n'est pas sur YouTube. C'est d'ailleurs moi qui paye. J'ai pas mal de frais par rapport à ce podcast en termes d'hébergement, en termes de logiciels que j'utilise.
Mais bon, c'est un choix que j'ai fait, hein, il y a pas de problème avec ça. Mais comment est-ce que je gagne de l'argent avec le podcast? Je vais vous le dire. En fait, là, ce week-end, ma résidence principale est louée. Donc c'est pour 2 jours, j'ai à 300 € et je suis hébergé chez un invité du podcast. Bon, je vais lui payer un resto ou une bouteille de vin, mais voilà comment je gagne de l'argent. Je me fais inviter à être hébergé gratuitement et en contrepartie, moi, je peux louer ma résidence principale. Donc d'ailleurs, je vais prendre là, je vais à Toulouse et à Pau voir certains des invités que j'avais eu. J'avais eu Clément Youdek, j'avais eu Joe, j'avais eu Nico Labatte. Je vais aussi sûrement faire un épisode de podcast sur le podcast de Julien Calamotte, Money Tree. Donc voilà, ça va être un petit week-end d'IMO sympa, investisseur. D'ailleurs, ce soir, là, je suis encore à Strasbourg. Je vais prendre l'avion dans quelques heures. Et ce soir, on fait un apéro IMO à Toulouse. J'espère que ce sera au top. Mais en tout cas, c'est toujours avec un grand plaisir que je rencontre les invités. Et ensuite, je voulais vous faire un dernier point. Bon, j'essaye d'aller vite à chaque fois. Dernier point, c'est sur la négociation. J'avais fait un épisode il y a très longtemps sur la fuck you money. Donc la fuck you money, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait l'argent dont, en fait, quand vous avez une certaine somme d'argent, alors il y a plusieurs niveaux de fuck you money, mais déjà, par exemple, si vous avez 10 000 € de côté, vous n'allez pas prendre les mêmes décisions que si vous avez zéro. Et ensuite, pareil, pour moi, par exemple, avec 50 000 € de côté, on n'a plus à se soucier d'aucun problème qu'on pourrait avoir sur ces appartements. Ça, c'est mon chiffre parce que j'ai dépassé les 10 lots il y a bien longtemps. Si vous avez un ou deux lots, c'est différent. Mais voilà, sinon, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, ma sérénité, c'est 50 000 € chacun. Alors, bien sûr, faut les investir, hein, faut pas qu'ils traînent sur un compte. Chacun a son niveau de fuck you money. Après, quand on a 100 000, 1 million, etc., il y a différents niveaux. Au bout d'un moment, on peut quitter son emploi, le bye-bye patron, si son emploi ne nous convient pas. Et après, il y a différents niveaux. Et pourquoi je vous parle de ça? En fait, je vous en parle parce que j'ai une personne qui est proche de moi qui cherche un emploi et il s'avère que elle a des investissements immobiliers. Mais là, elle cherche un emploi et en fait, donc moi, j'ai aussi, c'est un de mes best-sellers, je vous le dis, une formation sur négocier un bien immobilier. Il y a énormément de biens que j'ai achetés en négociant, en faisant des bonnes négos. En ce moment, on peut faire des négos de malade. Là, je suis vraiment en train d'user les agents sur 2 biens que je trouvais trop chers. Ils font que me rappeler. Moi, je suis hyper ferme sur ma position parce que j'ai déjà trouvé un bien et parce que j'en ai visité plusieurs. Ça se trouve, ça va passer, ça se trouve, ça va pas passer, je sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, dans ma formation, je vous présente comment je fais pour négocier. À savoir que moi, j'aime pas particulièrement négocier. Par contre, j'aime bien l'argent. C'est un peu ça, c'est un peu ça le concept. Donc, j'aime bien les gros billets. Donc, les appartements, je les négocie. Et un autre point qu'on peut, donc en fait, je négocie que les gros trucs. En gros, les voitures, les appartements, les travaux. Au final, c'est assez rare que qu'on les négocie parce que quand on a un bon artisan qui a un prix correct, on n'est pas là pour essayer de gratter. On est plutôt là pour être sûr que il va venir le jour où il y aura une galère dans un appart. Mais en tout cas, en fait, les techniques que j'applique, il y en a certaines qu'on peut appliquer euh, dans d'autres aspects de sa vie, et notamment quand on cherche un emploi. Et donc là, je vous la fais courte. En tout cas, la personne elle m'a consulté parce que elle sait justement que je suis formé sur le sujet, que j'ai fait des belles négos en IMO, que les gens ils sont plutôt, j'ai vraiment des bons retours par rapport à la formation. D'ailleurs, elle avait la formation et en fait, je vous la fais courte. Elle a trouvé un emploi alors que ça faisait quand même quelques temps qu'elle cherchait et et en fait, le salaire était pas assez élevé que qu'on lui proposait. Alors que c'était déjà un salaire plutôt correct, mais pas assez élevé selon elle. Et vu qu'elle a des investissements et tout, elle savait que en gros, elle pouvait tenir plusieurs mois, bien sûr, sans devoir tout de suite reprendre un travail. Et on a établi une stratégie ensemble. Je vous la fais courte, notamment basée sur sa fuck you money, basée sur le fait qu'elle a les investissements, qu'elle est pas si pressée que ça, etc. Et elle a pu négocier quand même 25% de plus que la proposition initiale. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il faut faire, du nombre de pompes à cirer une fois qu'on a un emploi pour avoir 25% d'augmentation. C'est un truc de fou. Et là, en fait, en une journée, enfin, une fois qu'elle a eu la proposition d'emploi, elle a dit ça,
l'emploi il me va bien, mais c'est pas assez payé, moi je veux plus, etc. Et après ils sont revenus vers elle, et donc 25% d'augmentation. Voilà, donc franchement, négocier, ça vous fait gagner des années de vie, tout simplement, de l'énergie de malade. Quand on est dans les biens immobiliers, c'est pareil. Si vous négociez 10%, rien que 10%, ça met à peu près, si on a une rentabilité de, on va dire, de 10% brut, ça va mettre environ 2 ans à rembourser 10% avec tous les frais, tout ça, les taxes foncières, à rembourser 10% d'un appartement. Et ben là, vous économisez 2 ans de galère, 2 ans de vétusté de votre appart, 2 ans d'usure des meubles, etc. Juste en ayant bien négocié. Donc vraiment, négociez ça, négociez votre salaire, et négociez à la limite les voitures que vous achetez. Enfin moi, en tout cas, c'est les trois choses. euh, Même si le salaire, c'est pas trop d'actualité, mais les appartements, et ben là, j'étais trop content de pouvoir l'aider. En plus, elle va vouloir réemprunter, bah c'est pareil, elle va arriver à la banque avec 25% de plus. Donc quand on sait les taux d'endettement et tout ça, vraiment ça change la vie. Donc vraiment, voilà, négocier, négocier, négocier. Si vous voulez en savoir plus, il y a ma formation, bien entendu, sur le sujet. Et d'ailleurs, je vais la remettre, je vais mettre un petit coup de mise à jour dans les prochaines semaines là, parce que notamment, je me suis formé également à des nouvelles techniques et tout ça, pas directement liées à l'immobilier, mais vraiment liées à la négociation. Donc, je vais vous en faire part. Plus, bah là, les 20 visites que j'ai fait, l'appartement que je suis en train d'acheter, plus les 2-3 que j'ai sous le coude, je vais vous expliquer ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas en 2024. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, groupebillet.com, et on attaque 16 minutes 43 de podcast. On attaque, d'ailleurs, on m'a fait, ouais, fais pas trop court les intros. On m'a dit, fais pas trop court les intros. Je pensais jamais entendre ça de ma vie. Mais voilà, on attaque avec l'épisode du jour. Euh, Comprendre la bourse en rapidement en tout cas, et quand on est investisseur immobilier notamment. Et voilà, on attaque avec l'épisode du jour. On va se plonger dans le monde parfois nébuleux de la bourse, de la finance, mais c'est un endroit magique rempli de gros billets. On le sait très bien, vous dépensez de l'argent chaque jour ou quasiment dans des biens, dans des sociétés qui sont cotées, et on va voir comment en fait fonctionne la bourse, pourquoi la bourse, la magie des intérêts composés, comment ça permet de se protéger contre l'inflation, quels sont les risques, comment on prépare sa retraite. Comment les liens avec l'économie mondiale, pourquoi les actions augmentent, baissent. Je vous ai fait un plan détaillé, je vais pas vous le partager, mais j'ai un plan détaillé, et il m'a pris pas mal de temps à faire, et j'ai une dizaine de pages, donc je vais sûrement peut-être pas tout dire ce que j'ai noté, mais voilà, on va monter là-dedans. Donc comment la bourse pour les nuls, ça pourrait aussi s'appeler, comment même votre grand-mère pourrait être actionnaire de Apple ou Google. Oui, oui, c'est possible, et notamment si elle était dans un pays anglo-saxon, probablement que son fonds de pension serait indexé sur des actions Apple ou Google. Donc, première partie, pourquoi la bourse? Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un épisode sur la bourse? Vous allez me demander. Parce que la bourse, c'est les personnes les plus riches du monde, elles ont des actions, et aussi c'est vraiment l'investissement 100% passif. Il a énormément d'avantages sur l'immobilier. Si vous devez retenir que un truc, c'est que l'immobilier, il a un seul avantage sur la bourse, qui n'est pas des moindres, c'est l'effet de levier. Avec 10 000 euros en immobilier, on peut lever 100 000 euros, alors qu'avec 10 000 euros en bourse, en général, on a 10 000 euros. Il y a des effets de levier qui existent, mais je vous les déconseille fortement, notamment si vous êtes investisseur débutant. Mais voilà, en fait, l'immobilier, pour moi, il a que un vrai avantage, c'est ça, c'est l'effet de levier. Si vous achetez de l'immobilier sans faire de dette, sauf si c'est pour faire de l'achat-revente rapide, en tout cas pour du locatif, ça a peu d'intérêt. Autant aller dans la bourse. La bourse, elle a un rendement historique d'environ 9,6% depuis 30 ou 40 ans, je crois. Donc quand j'ai fait la formation sur la bourse, j'ai tout sourcé. Je crois il y a une quarantaine, cinquantaine de sources. Là, je vous dis plutôt de mémoire, mais en tout cas le 9,6, j'en suis sûr, et je pense que c'est sur les 30 ou 40 dernières années. Donc c'est magique si vous investissez 400 euros par mois pendant 30 ans. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent quitter leur emploi rapidement, mais que vous le quittiez ou non, peu importe à la limite. 400 euros par mois, si vous arrivez à les dégager, et je pense que quand on a des investissements rentables, par exemple des Airbnb et tout, ça peut être intéressant de les passer comme ça. Moi, c'est une des stratégies que j'ai. J'ai en fait tout l'argent qui est généré par mon petit Airbnb, il va directement en bourse. C'est ma technique pour être sûr d'investir et d'investir régulièrement.
Mais en tout cas, 400 € par mois pendant 30 ans. Admettons, vous avez 35 ans ou 30 ans, vous allez arriver à la retraite 60, 65 ans. Alors peut-être que vous aurez quitté votre emploi d'une façon différente avant, mais vous, avec 400 € par mois, vous pouvez avoir 1 million d'euros, tout simplement 1 million d'euros en 30 ans. Si vous avez un enfant qui vient de naître, vous le dites, ah ouais, mais comment il va faire pour grandir dans un monde aussi incertain? Comment il va acheter une maison? C'est pour les gens qui habitent dans des villes chères, c'est des vraies préoccupations que je comprends tout à fait. Bah voilà, vous pouvez vous dire, bah je mets de l'argent tous les mois sur la bourse. Et si ça suit, bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais en tout cas, ça fait plus de 100 ans qu'on a des données boursières et entre guillemets, voilà, 400 € par mois si on les investit régulièrement, si on ne se laisse pas submerger par ces émotions. D'ailleurs, c'était un de mes derniers épisodes que j'avais fait. On peut avoir 1 million d'euros et si en fait on le corrige un peu net d'inflation dans 30 ans, j'ai fait les calculs aussi dans la formation, c'est à peu près 650 000, 700 000 euros. Voilà, sachant que les 400 € que vous allez mettre chaque mois, ils seront aussi, là je vous dis 400, mais si ça se trouve, en fait, ce sera le même effort de mettre 600 dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc dans ce cas-là, ben, vous aurez des résultats qui seront complètement, enfin qui seront bien plus élevés. Donc voilà, la bourse, en gros, il faut se dire, c'est un peu comme un Monopoly. On peut, mais sauf que au lieu d'avoir des billets qui n'ont aucune valeur, c'est avec votre argent réel. Donc on peut avoir des simulateurs de bourse et tout ça. L'important, c'est quand même quand on investit son vrai argent, c'est là où on prend des vraies décisions. On réagit pas du tout de la même façon si c'est de l'argent virtuel ou du vrai argent. Et donc, en fait, un des gros avantages de la bourse également, c'est qu'il vous permet d'investir dans le monde entier. Il y a des personnes, peut-être à juste titre et sans jugement de valeur, mais cette semaine encore, la France, elle a publié ses chiffres de déficit et de et de budget déséquilibré. Donc voilà, on est les champions du monde de la fiscalité, avec en contrepartie quasiment aucun, enfin des services publics qui sont un peu qui sont un peu dans la panade. Donc voilà, là on sait qu'on peut investir dans le monde entier. Donc si on pense qu'il y a des zones géographiques qui vont mieux évoluer, ou alors si on n'en sait rien mais qu'on veut investir dans le monde entier, avec la bourse c'est tout à fait possible. Et même si vous investissez dans des actions françaises, admettons une action Louis Vuitton, bah, vous investissez pas sur le marché français. Louis Vuitton, ils sont vraiment dans le monde entier. Donc, ça permet énormément de diversifier. C'est un peu le problème qu'on a en immobilier, c'est qu'on aimerait ne pas subir le risque. Souvent, il y a la phrase de Booba, si je traîne en bas de chez toi, je fais baisser le prix de l'immobilier. Donc ça peut être au niveau de votre immeuble, mais après, ça peut être aussi au niveau de la ville, au niveau même du pays. Les conditions peuvent se dégrader, les finances des personnes peuvent se dégrader. Là, au moins, dans la bourse, si on veut, on peut être worldwide et donc diversifier énormément son risque. Et aussi les secteurs, bah, on peut investir dans plein de secteurs différents. Donc ça, c'est vraiment pourquoi c'est intéressant. Deuxième point, pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est en fait la magie des intérêts composés. En fait, en immobilier, c'est pas vraiment ce système qui est appliqué. En gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que les actions, elles prennent de la valeur et notamment via, on va voir comment ça fonctionne. Mais en gros, ensuite, donc soit elles vont vous générer en gros, elles vont générer des revenus, ça peut être des dividendes ou des plus-values latentes. Et ensuite, ces dividendes ou ces plus-values latentes, si vous les réinvestissez, alors les plus-values latentes, elles sont automatiquement réinvesties parce qu'elles sont latentes, vous les avez pas sorties. Et ben, ils vont aussi générer des revenus. Donc, on génère des revenus sur des revenus sur des revenus, ce qui est plutôt pas mal. Par exemple, alors que si on a un bien immobilier, admettons à 100 000 euros, si vous avez généré 10 000 euros de loyer l'an dernier, eh ben, l'année d'après, vous n'allez pas avoir votre rentabilité sur 100 plus 10 000, donc 110 000 euros, vous allez toujours avoir une rentabilité sur 100 000 euros. Ce qui n'est pas le cas, ben voilà, en bourse où on peut avoir ben, ces 110 000 euros, ils généreront aussi des revenus et ainsi de suite. Et donc, c'est ça vraiment qui est magique. Quand je vous ai dit qu'avec 400 € par mois, on peut avoir 1 million d'euros sur l'année, au bout de 30 ans, sur l'année 30, c'est 90 000 euros par an qui rentrent. Donc, vous voyez que c'est là où ça commence à vraiment payer. 90 000 euros juste de. Donc, vous voyez, si vous mettez 400 fois 12, ça fait 4 800 et vous, votre portefeuille, il augmente de 90 000 euros en tout parce que justement, il y a cette magie des intérêts composés. Donc, on dit en tout cas les rendements 9,6 net d'inflation, ça fait à peu près 7% par an. Donc, c'est vraiment pas mal. Et donc en anglais, ça s'appelle compounding pour info. Et en français, on parle de l'effet cumulé ou des intérêts composés. Donc le super point positif de la bourse, c'est que bah, c'est hyper passif. Moi, je passe à peu près 5-10 minutes par mois à investir en bourse.
et à me former un peu plus, mais ça reste très marginal par rapport au temps que peut prendre l'immobilier. Donc voilà. Après, un des autres points positifs, c'est donc le bouclier contre l'inflation. Ça, je vous l'avais dit en introduction. Bah, ce qu'il faut vous dire, c'est que les sociétés, elles bénéficient, elles ont des revenus qui sont basés sur l'inflation, aussi des charges qui sont basées sur l'inflation. Donc ça va dépendre un peu des business de chacun. Mais si vous regardez depuis qu'il y a de l'inflation, donc c'est 2022, 2023, les bénéfices qui ont été réalisés, par exemple, je crois Peugeot a fait son plus gros bénéfice de tous les temps cette année, alors que on n'a pas l'impression que Peugeot, ils ont sorti l'équivalent de l'iPhone de l'iPhone 15 ou de l'iPhone 20. Donc on a l'impression qu'ils n'ont pas forcément eu de produits révolutionnaires, et pourtant ils ont fait des bénéfices records. Donc vraiment, c'est se protéger contre l'inflation. Si l'immobilier, c'est aussi un bon moyen de se protéger contre l'inflation, alors qu'à l'inverse, des comptes épargne classiques, ils vont pas vous protéger. Donc voilà. Et après, j'avais mis préparer sa retraite, ça je vous l'ai dit. Un point que je trouve sympathique, on n'est pas obligé de le suivre, mais c'est que quand on a des actions en bourse, en fait, on s'intéresse beaucoup plus à l'économie mondiale. On va suivre un peu les événements géopolitiques qui vont affecter les cours de bourse. Globalement, ce qui affecte le plus les cours de bourse, c'est les changements de taux d'intérêt, les prix du pétrole. Après, il peut y avoir des données de consommation, des données d'emploi, des crises à certains endroits, des problèmes d'approvisionnement de matières premières. Donc, si vous aimez bien suivre l'actualité, plutôt que d'écouter des politiciens se s'écharper sur des sujets où en fait qui vont rien changer à votre vie, que s'ils aient raison ou tort, ça va rien changer. De toute façon, ils vont rien faire pour améliorer votre vie. Et ben là, la bourse, quand on a 90 000 euros qui tombent chaque année sans devoir se lever tous les matins, ça, clairement, ça change la vie. Ensuite, un des points que j'avais mis aussi pour pourquoi c'est important, c'est parce qu'on peut mettre son portefeuille en garantie. Au bout d'un moment, quand on a un bon portefeuille boursier, on peut, par exemple, acheter alors soit de l'immobilier, soit autre chose, en mettant simplement son portefeuille en garantie. Alors bien sûr, ce sera pas 100% du portefeuille, mais peut-être que si vous avez 100 000 euros, on va vous prêter 70, 60 000 euros avec en contrepartie votre portefeuille de bourse qui est garanti. Donc non seulement vous allez gagner de l'argent avec votre portefeuille qui va continuer à faire des petits, mais en plus vous allez pouvoir investir de nouveau cet argent. Donc soit ça peut être dans quelque chose qui rapporte pas, par exemple des montres ou un objet de collection, soit ça peut être de nouveau dans des appartements. Le point suivant que je voulais aborder avec vous, c'était le pouvoir du temps et réduire le risque. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, sur 30 ans, les effets ils sont énormes. Sur 20 ans, ils sont beaucoup plus faibles, mais ils sont quand même significatifs, bien entendu. Et surtout, en fait, plus on investit tôt, et c'est pour ça que moi, je voulais faire une formation accessible et que j'en parle un peu à présent, parce que je trouve que la plupart de mes auditeurs, et alors j'en ai qui sont beaucoup plus jeunes, mais j'en ai beaucoup qui sont dans la tranche 30-40 ans. Et donc, je me dis que c'est le moment ou jamais. Bon, plus ceux qui sont jeunes parents ou même un peu moins jeunes. Dans tous les cas, voilà, c'est toujours intéressant. Et puis, même si vous avez 45 ans, de toute façon, enfin, c'est pas de l'argent qui est perdu non plus. Donc, c'est 45, 50 ans, à 70 ans, peut-être que vous serez bien content d'avoir un bon petit portefeuille boursier. Et puis, qui plus est, vous avez pu peut-être profiter de l'immobilier moins cher qui a pris de la valeur, etc. Donc, à mon avis, je vois peu de profils où la bourse serait pas intéressant. Le seul profil que je vois, en fait, c'est dans l'immobilier. Pour moi, enfin, l'immobilier, c'est vraiment la première source d'enrichissement au début. C'est si vous avez vraiment pas beaucoup d'argent, d'abord, faut se focus sur l'immobilier, payer les apports, etc. Et ensuite, seulement dans un deuxième temps, si vous êtes court en trésorerie, investir en bourse. Parce que l'immobilier, ça va quand même beaucoup plus vite grâce à l'effet de levier, comme je vous l'ai dit. Donc d'abord, IMO, s'endetter jusqu'au cou, alors jusqu'à ce qu'on en ait assez, ou alors que euh, au bout d'un moment, en fait, l'argent que vous allez avoir de côté, il va pas beaucoup vous aider dans l'immobilier, selon moi, en tout cas selon mon profil, parce qu'en général, on met des apports qui sont 10, peut-être 20% des projets. Donc, enfin, en tout cas, moi, j'ai continué à garder pas mal d'apports et pas mal d'investissements en bourse, malgré rien qu'en 2022, j'avais fait 1 million d'euros d'emprunt. Euh, donc malgré ça, ça m'a pas non plus vidé complètement mon apport. Donc je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Alors soit à petite échelle, si vous êtes encore en phase d'acquérir beaucoup de lots et que vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté,
Soit, ben, maintenant si Volo il commence à tourner, bah, pourquoi pas mettre de l'argent, sur un compte, de bourse, quitte à le retirer. Donc on va voir, il y a 2 possibilités. Il y a rien qui vous empêche de le retirer. Par contre, plus le temps passe, plus ça réduit le risque. Je pense que si vous aviez investi au pire moment sur le CAC 40, genre la veille du méga crash de 2001, 15 ans après, vous aviez récupéré votre argent. Effectivement, il y a un risque de perte, en capital dans la bourse. Après, le risque, il existe aussi en immobilier, hein. Parfois, les gens ils ont tendance à l'occulter. Le levier fonctionne dans les 2 sens. Si vous achetez un bien, là, on le voit bien avec la hausse des taux. Moi, j'habite dans un endroit qui est assez cher. On va dire une maison, ça coûte vite 1 million d'euros. Bah, si et l'immobilier a perdu à peu près 10-15% d'après moi, dans l'endroit où j'habite. Donc même si vous aviez mis bah, si vous avez mis 100 000 € d'apport, bah, si vous deviez vendre demain, vous avez perdu 150 000 €, donc plus que votre mise initiale sur ce type de bien. Alors on peut aussi le voir sur des échelles beaucoup plus petites, mais le levier il fonctionne vraiment dans les 2 sens. Et qui plus est, la hausse des taux, bah, on n'a vraiment aucun pouvoir dessus, et puis ça affecte quand même grandement les prix de l'immobilier. Donc, faut pas se dire, la pierre c'est solide, ça perdra jamais de valeur. Tout Enfin, on l'a vu, ça a pris énormément de valeur alors que globalement ça a pas non plus bougé. Donc la pierre, ce qui est bien, c'est que, ben, les gens, ils ont besoin de se loger, c'est un des besoins primaires de la pyramide de Maslow. On peut à la fois prendre des plus-values et des revenus. On va le voir, c'est aussi possible en bourse. Mais le levier fonctionne dans les 2 sens. Il faut quand même toujours, garder ça à l'esprit. Alors l'avantage, c'est quand l'immobilier baisse, on peut conserver et toucher les loyers. Bah, en fait, avec la bourse, c'est pareil. Sauf société qui est en train de faire faillite, ce qui arrive, mais qui est plutôt une exception. Eh ben, si le cours il baisse, bah c'est pas grave. Moi, la plupart des investissements boursiers que j'ai, je sais pas du tout où en est le cours. Je regarde à peu près 1 ou 2 fois par mois mon portefeuille boursier, je regarde comment il évolue. C'est plutôt une distraction, hein, comme on irait voir des réels sur Insta. Je dis: «Ah bah, c'est bien, ça a bien monté. Ah bah, tant pis, ça a un peu baissé». Voilà, c'est vraiment de l'investissement de long terme. Mais en tout cas, plus on est investi longtemps, plus on réduit le risque. Ça, toutes les études le montrent. En tout cas, historiquement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà pour les pourquoi c'est intéressant d'investir en bourse. Et le dernier point, c'est aussi construire une discipline financière. Donc ça, c'est un point que j'ai mis, je trouve important. En fait, ce qui fonctionne bien, dans la bourse, c'est d'investir tous les mois. Et donc, grâce à ça, en fait, on va un peu réduire son train de vie du montant de son épargne. Je connais beaucoup de gens qui ont, par exemple, des livrets A qui sont au plafond. Après, ils savent plus trop quoi faire de leur argent, et du coup, peut-être qu'ils vont trop dépenser. Moi, c'est vrai que c'est un investissement, qui part, automatiquement tous les mois depuis, 2016, je crois, ou 2015 que j'ai commencé les investissements en bourse. Je crois que c'est 2015. Donc c'est une discipline que j'ai, c'est de l'argent que j'ai pas dépensé dans des vacances, c'est de l'argent que j'ai pas dépensé dans des voitures. C'est vraiment, de l'argent qui se met petit à petit. Et donc en fait, avoir une discipline financière là-dessus, ça fait se poser des questions aussi parfois quand on est en train de faire des dépenses un peu, enfin, je sais pas si on peut dire futiles, mais en tout cas, on se dit: «Ah ouais, mais n'empêche, si je mettais ça sur mon portefeuille boursier, ça pourrait faire des petits. Est-ce que j'en ai vraiment besoin?» Donc voilà. Et puis après, bah, le dernier point, mais c'est pour un peu plus tard, c'est, profiter, pleinement de la vie. Donc, bah, si vous investissez tôt, plus tard dans votre vie, vous allez vraiment pouvoir en profiter. Vous allez pouvoir, c'est pas comme de l'immobilier. De l'immobilier, je vois mal à 80 ans être, bailleur locatif. Je me vois mal en tout cas, personnellement. Après, je sais pas dans quel état je serais, à 80 ans, mais en tout cas, à mon avis, j'aurais pas vraiment envie de m'embêter avec des locataires. D'autant plus que, bah, là, maintenant, je vois ma plupart de mes locataires, ils commencent à avoir, 10 ans de moins que moi ou 15 ans de moins que moi. Je sais pas trop. Il y a déjà un décalage. Alors quand ils auront 40, 50, 60 ans de moins que moi pour la plupart, je sais pas trop comment je m'en occuperai, plus tous les changements législatifs, etc. Là, voilà, avec la bourse, vous pouvez vraiment profiter pleinement de la vie. Alors là, je vous ai convaincu maintenant d'investir en bourse, mais c'est peut-être le moment de comprendre pourquoi les entreprises font le grand saut en bourse. Je vais essayer de faire le parallèle avec l'investissement immobilier. Donc en fait, ce qu'il faut vous imaginer, c'est par exemple, vous êtes propriétaire d'un immeuble, et cet immeuble, ça peut être considéré comme un peu une entreprise. Et jusqu'à présent, vous avez tout financé vous-même, vous avez fait peut-être les travaux vous-même, l'entretien, etc. Et vous avez peut-être même obtenu des prêts. Admettons même que c'est sur fonds propres, ou alors ça peut être même via la banque.
mais vous avez des grandes ambitions, sauf que vous êtes limité par le taux d'endettement. En fait, donc il y a ce taux d'endettement de 35%, même en société et tout ça, on peut avoir des limites de taux d'endettement, mais vous êtes devenu un bon investisseur. Maintenant, vous connaissez les travaux, vous avez la technique, vous savez comment gagner de l'argent, mais vous êtes bloqué. En fait, on vous prête plus d'argent, vous en avez pas plus. Votre immeuble, il rapporte tous les mois, tous les ans, mais il va falloir peut-être 10 ans pour que ça finance un autre bien immobilier. Et donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez transformer cet immeuble pour devenir pour devenir un magnat de l'immobilier. C'est un peu le Donald Trump de l'IMO. Donc, en fait, vous pouvez coter cet immeuble en bourse. Enfin, c'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Donc, en fait, vous allez permettre à des personnes de devenir copropriétaires de votre business, de votre immeuble. Et du coup, eux, ils auront le droit à une part future des loyers et des bénéfices de cet immeuble. Et en contrepartie, vous allez avoir énormément de liquidités. Une bonne biographie que j'avais lue, c'était la biographie de Phil Knight, le fondateur de Nike. Et en fait, toute la biographie, on le voit, en fait, il est tout le temps à court de trésorerie. Et en fait, c'est un peu le problème qu'on a quand on est investisseur boursier ou alors quand on a une société. La plupart des sociétés, en fait, on avance quand on est une société, on avance de l'argent et seulement après on encaisse. Si vous avez une société de travaux, d'abord vous allez payer peut-être vos salariés et tout. Alors vous pouvez demander des euh, des avances, etc. Mais vous voyez pourquoi est-ce qu'on demande des avances? Parce qu'en fait, on est toujours en recherche de trésorerie. Et si vous avez un magasin, c'est pareil, il faut acheter les articles avant de les revendre plus cher et tout. Le bénéfice, beaucoup de sociétés ne ferment pas à cause du manque de bénéfices, mais vraiment à cause du manque de trésorerie. Donc en fait, quand vous allez coter votre entreprise en bourse, c'est comme si vous alliez permettre à des personnes de devenir copropriétaires d'un bien immobilier que vous avez. Et ça va vous permettre d'avoir des nouvelles liquidités. Donc moi, si demain j'achète un appartement à 1 million d'euros et que je vois une super bonne opportunité, la banque elle me dit ouais mais il te faut 200 000 euros d'apport. Si je veux, ben, l'appartement à 1 million, je vends 20% de cet appartement à des personnes qui vont me donner des liquidités et du coup je pourrais les amener à la banque et ensuite racheter un immeuble et ainsi de suite. Je pourrais faire boule de neige comme ça. Donc j'espère que vous voyez un peu l'idée, c'est vraiment en fait d'avoir de dégager des liquidités et en fait d'encaisser directement des revenus futurs. C'est un peu comme ça qu'il faut voir le principe. On gagne beaucoup de temps, on a accès du coup à un capital qui est considérable. Donc les sociétés, selon où elles sont dans le monde, ben en fait n'importe qui peut investir dans des sociétés partout dans le monde. Donc c'est une source de financement quasiment inépuisable. Donc quand on vend une partie des actions de la société, donc une entreprise elle peut vraiment lever des fonds qui sont considérables pour donc soit par exemple pour justement son expansion. Donc ça peut être développer des nouveaux produits, racheter des concurrents. On le sait, ben Facebook par exemple a racheté Instagram, je crois 500 millions, et maintenant ça vaut de plusieurs dizaines de milliards. Donc voilà, c'est comme si vous étiez investisseur immobilier et qu'en fait vous aviez carte blanche pour trouver des immeubles ou rénover vos immeubles ou alors aller dans des nouvelles villes, dans des nouveaux pays. Que à condition en fait que vous trouviez des biens rentables, on vous prête de l'argent en illimité. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Un autre point pour lequel les sociétés, elles décident de se coter en bourse, c'est la crédibilité et la visibilité. Quand vous avez une société qui est cotée, c'est un formidable coup de projecteur. Vous allez être sur tous les sites boursiers, les gens ils vont commencer à suivre vos actualités. Ça va faire de la crédibilité pour vos clients, vos fournisseurs. Vous allez pouvoir attirer des nouveaux salariés en disant, voilà, je suis une société cotée. C'est un peu comme quand vous êtes investisseur immobilier, vous cherchez toujours un peu de la crédibilité. Si imaginez vous pouviez avoir des articles de journaux qui disaient ah bye bye patron, investisseur, très gros investisseur, je sais pas à Angers. Ça se trouve après je recevrai des coups de fil d'agents immobiliers ou des personnes qui voudraient travailler avec moi sur Angers, me proposer des biens, me proposer des travaux et tout ça. Donc c'est vraiment ça va ouvrir la porte des sociétés une fois qu'elles sont cotées. Par exemple, il y a une grosse société qui est pas cotée. Alors, il y a des bonnes raisons de pas se coter, hein, notamment si on n'a pas besoin de liquidité. Il y a une grosse société, c'est les frères Cor. C'est une des plus gros, je pense que c'est une des 10 plus grosses sociétés du monde. Et la plupart des gens en ont jamais entendu parler, alors que ils vendent pas mal, ils vendent pas mal de trucs plutôt critiquables. Je crois que c'est des engrais ou des produits chimiques et tout ça. Et cette société, elle est pas cotée et je pense que 95% des gens n'ont jamais entendu parler, alors que c'est une des plus grosses sociétés du monde, beaucoup beaucoup plus grosse que des sociétés cotées, je sais pas, Saint-Gobain, dont on a peut-être entendu parler ou Veolia, des sociétés comme ça. Donc
le fait d'être coté, ça va vraiment mettre le focus sur vous et donc attirer les meilleurs talents. Ensuite, il y a la liquidité pour les actionnaires. Donc ça, c'est un point qui est essentiel et souvent c'est pour ça que les sociétés décident de ce côté. C'est en fait, vous allez rentrer dans admettons dans une startup ou dans une société early stage. Admettons, il y a le plaquiste de votre truc qui vient vous voir et il vous dit ouais j'ai un gros chantier mais j'ai pas les fonds. Est-ce que tu peux investir 100 000 euros dans mon business et comme ça, je peux faire le chantier à 1 million d'euros. Donc vous allez mettre 100 000 euros, vous allez prendre peut-être, je sais pas, 50% de sa société. Sauf que demain, en fait, vous pouvez rien en faire de ces 100 000 euros. Qui va vous les racheter? Si ça se trouve, le plaquiste, il est détestable et personne ne veut prendre la moitié des parts dans la société. Donc même si la société elle est rentable, en fait, personne va vouloir vous les acheter. Et rien que communiquer sur le fait qu'on peut acheter la moitié de l'entreprise d'un plaquiste, rien que le fait que le monde entier soit au courant, c'est hyper compliqué. À l'inverse, donc en fait, quand la société elle fait son introduction en bourse, ça s'appelle une IPO, Initial Public Offering. Euh, et ben là, les actionnaires historiques, ceux qui ont eu beaucoup de parts dès le départ, ils vont pouvoir revendre une partie de leur société et donc toucher les dividendes. Toucher pas, pardon, pas les dividendes, toucher en fait de l'argent réel. Pour l'instant, ils avaient de l'argent qu'on peut dire théorique. Ils pouvaient se payer grâce aux bénéfices de l'entreprise. Ils pouvaient toucher des dividendes grâce aux bénéfices de l'entreprise, mais ils pouvaient pas vraiment bénéficier de la valorisation de la société alors même que ils étaient peut-être assis sur un tas d'or. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sociétés, elles peuvent coter. Enfin, il y a des sociétés qui sont cotées, donc vous pouvez acheter leurs actions, mais les dirigeants historiques, ils possèdent une grosse partie encore des actions. Ça pose pas de problème. Et après, une question qu'on m'a posée, c'est vrai que moi, vu que je suis investisseur depuis longtemps, je me l'étais pas posé. C'était mais en fait, pourquoi les sociétés, elles émettent en continu? Pourquoi est-ce qu'on peut acheter des actions en continu? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le marché boursier tel qu'on l'entend, tel qu'on le connaît, on appelle ça en fait le marché secondaire. Le marché primaire, c'est quand une société qui a jamais été cotée, elle va dire, bon, bah voilà, maintenant, par exemple, nous en Alsace, on avait une cité, c'était Poulaillon. Ils font des Morissette, vous pouvez checker si vous voulez. Et je sais pas, il y a 10-15 ans, ils ont décidé, c'est une grosse boulangerie si vous voulez, un peu plus que ça, mais bon, ils ont décidé de se coter. Donc si vous voulez, vous pouviez acheter des parts de la société Poulaillon. Je sais pas si c'était un très bon investissement, j'en ai pas. Mais voilà, une fois qu'elle est cotée, vous allez pouvoir acheter des parts de cette société. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le marché primaire, le jour de la cotation. Une société un peu plus connue que Poulaillon, c'était la FDJ, la Française des Jeux, qui s'était cotée il y a quelques années maintenant. Et donc là, vous pouviez participer à l'introduction en bourse. Donc le prix était défini à l'avance. Et puis là, vous pouviez acheter des actions de la Française des Jeux. Et ensuite, à l'inverse, il y a le marché secondaire qui, lui, représente l'énorme partie des échanges qui vont avoir lieu sur la bourse. Donc, en fait, c'est des gens qui achètent et revendent les actions. Peut-être il y en a qui pensent que ça va continuer à monter, d'autres qui pensent que ça va baisser, d'autres qui font des réarbitrages, d'autres qui vont peut-être mettre cet argent en apport pour une maison ou que sais-je. Donc ensuite sur le marché secondaire, là, c'est en fait des échanges comme vous feriez du troc de cartes Pokémon dans la cour de récréation ou de Pog ou de cartes Street Fighter. C'était quoi les gens ce qu'ils avaient avant les pins ou des pins. Donc ou les cartes Panini. Donc voilà, là, nous en fait, quand on parle souvent de la bourse, c'est vraiment le marché secondaire. Donc c'est des actions qui ont déjà été émises. Donc la société a déjà touché de l'argent. Si elle veut retoucher de l'argent, relever des liquidités, il va falloir qu'elle réémette des actions de nouveau. Mais sur tout ce qui est là, donc souvent elle réémet des actions au prix du marché, mais elle va pas toucher, elle va pas avoir des liquidités supplémentaires parce que son cours de bourse augmente sur le marché secondaire. C'est pas comme ça qu'elle gagne de l'argent. Et donc, petite conclusion intermédiaire. Donc, pourquoi investir en bourse? Ça, je vous l'ai dit. Investissement 100% passif. Aussi, je vous l'ai pas dit, mais la fiscalité est beaucoup plus avantageuse en France que sur l'immobilier, par exemple, et beaucoup plus stable également. Investissement de long terme, investissement qui peut rapporter gros, investissement sans prise de tête, investissement diversifié. Donc ça, c'est pourquoi investir en bourse, protection contre l'inflation. Et pourquoi les sociétés, elles, décident de ce côté, donc lever vraiment des liquidités, c'est le point que vous pouvez vous dire, que les actionnaires historiques puissent bénéficier d'une partie de la valorisation, ça leur fait de la crédibilité et de la visibilité, et voilà, ils ont accès au lieu de devoir lever des fonds dans des soirées mondaines
ben, auprès d'investisseurs, de gros investisseurs, donc de private equity. Là, ils vont pouvoir aller directement sur un marché mondial. Et donc là, en fait, je peux faire un parallèle. Et souvent, il y a l'investissement en startup qui a le vent en poupe. Alors, startup, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vous allez, ou alors ça peut être, c'est un peu le même fonctionnement en private equity ou venture capitalist, donc VC. Ce qu'il faut vous dire, c'est que là, vous pouvez investir dans des sociétés, donc souvent on dit early stage, un début de leur vie. Et en fait, ça va vous permettre, si la société un jour elle va se coter, souvent elle se cote beaucoup plus tard, quand elle est beaucoup plus mature. Et donc là, vous allez pouvoir bénéficier d'un multiple qui est souvent plus intéressant, parce que vous êtes rentré tôt, quand la société valait peu. Et le jour où elle se cote, là, vous pouvez gagner, si elle se cote, beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'il y a énormément de sociétés, et d'ailleurs, moi, j'ai investi dans des startups il y a quelque temps. Là, j'ai appris aujourd'hui, là, cette semaine, qu'il y en a une qui est en redressement judiciaire. Voilà, c'était le jeu. En tout cas, il fallait diversifier, investir sur beaucoup de sociétés et tout ça. Mais le risque, il est incomparable entre une société cotée qui peut faire faillite et une startup. Les gens, quand ils pensent startup, ils disent, ouais, je peux faire x10, x100, x1000, mais ils voient pas que la société, elle peut fermer rapidement. La société cotée, c'est beaucoup plus rare qu'elle ferme. Et surtout, le gros point, donc moi, je vous l'ai dit, j'ai de l'investissement en startup, mais c'est peut-être 5% de l'investissement que j'ai en bourse ou 10%, je sais plus, il faudrait voir les valos aussi, qui sont difficiles à avoir. Dans les startups, vous pouvez pas sortir l'argent. Vous pouvez pas sortir votre investissement, il est bloqué en fait. Et c'est seulement le jour où la société va se coter, ou alors il y a quelques autres exceptions, notamment si elle se fait racheter, qui va faire que vous allez pouvoir vraiment toucher l'argent. Ça se trouve, on va vous dire, ouais, ta valeur dans la startup, elle a fait x10. Mais en fait, vous, l'argent, vous le voyez pas. Et si ça se trouve, vous allez encore attendre 10, 20 ans jusqu'à le toucher. On sait jamais. Donc, c'est un investissement qui peut rapporter potentiellement plus que la bourse, mais avec des risques qui sont associés et puis aussi une liquidité. Donc, non seulement vous avez le risque juste sur la valorisation en tant que telle, mais également sur la liquidité. Vous ne savez pas quand vous sortez. C'est un peu comme si vous aviez un immeuble qui était prometteur dans un quartier gentrifié, là, comme on dit, mais que vous pouvez pas le vendre. On vous dit, bah, tu peux acheter cet immeuble à 1 million. Euh, Peut-être que dans 10 ans, il vaudra 5 millions, mais en tout cas, là, pendant 10 ans, tu peux pas le vendre. Et peut-être que, en fait, il va s'écrouler. Donc, c'est un peu ça qu'il faut se dire, l'investissement en startup versus la bourse. C'est un truc, ça peut être faut comparer ça peut-être avec un appartement haussmannien à Paris, qui tourne et qui est là depuis longtemps et qui fonctionne depuis longtemps. Donc voilà, la liquidité, c'est un point très important et je trouve qu'on n'en tient pas assez compte très souvent. C'est pareil un peu dans les petits projets crypto, la liquidité, très important. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris pourquoi les sociétés donc vont se coter en bourse, lever de la liquidité, donc que les actionnaires historiques puissent gagner de l'argent, enfin sortir un peu et profiter de la valorisation, crédibilité, visibilité, accès à un capital quasi illimité et surtout lever des liquidités pour leur expansion, pour racheter des concurrents, pour aller sur de nouveaux marchés, développer des nouveaux produits ou alors être tout simplement plus gros, acheter plus de stocks, plus de matières premières pour produire plus. Donc voilà. La bourse, c'est pas. Alors là, la partie, je pense, c'est la partie la plus importante. La bourse, c'est un investissement, c'est pas un casino. Donc en fait, comment gagne-t-on vraiment de l'argent en bourse? Si on pense que c'est un casino et où on mise à la hausse, à la baisse, en fait, ce qu'il y a, c'est que les films, ils ont fait dire tout et n'importe quoi. Moi, tout ce que je vous parle là, c'est de l'investissement boursier. On n'est pas là en train de faire du trading, en train de faire acheter, revendre dans la journée sur son portable. Moi, je vous parle vraiment d'investissement long terme. C'est pas mettre sur le rouge ou le noir. La bourse, c'est pas du tout ça. En réalité, investir en bourse, c'est un peu comme acheter, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, comme acheter de l'immobilier. Non seulement, donc sa valeur, elle peut augmenter. Comment elle augmente? Globalement, c'est l'offre et la demande, hein. Sur pourquoi un cours de bourse il augmente, l'offre et la demande. Alors, il y a des choses qui vont faire varier justement cette offre et la demande. Et ensuite, vous pouvez avoir également des loyers réguliers. Donc, en fait, quand vous achetez pourquoi ça monte? Donc en fait, vous achetez des actions en bourse, donc vous êtes vraiment copropriétaire de la société. Vous avez un petit bout de la société et souvent on fait le parallèle avec un gâteau. Donc vous avez une tranche de gâteau. Le gâteau peut grossir et donc votre tranche elle devient de plus en plus grosse. Et en fait,
vraiment, quand vous êtes copropriétaire, ça signifie qu'en fait, la part des bénéfices, on en parle super souvent, les médias. Ah oui, vous avez vu tant et tant de bénéfices, tant et tant de dividendes. Et ben, en fait, ces bénéfices, vous allez vraiment en profiter, vous allez les toucher. Et en fait, c'est pour ça que la bourse est intéressant, c'est que c'est de l'argent qui est externe. Quand vous investissez, alors peut-être que je vais dire une énormité, mais je pense pas. Le Bitcoin, admettons, le cours, il monte. Pourquoi le cours du Bitcoin, il monte? C'est pas parce que le Bitcoin, il génère des revenus. C'est comme l'or. L'or, pourquoi le cours, il monte? C'est pas, l'or, il génère pas de revenus en tant que tel. C'est l'offre et la demande. En fait, c'est de l'argent qui est injecté dans le Bitcoin. Les gens, ils rentrent, ils disent, bon, je veux acheter du Bitcoin, je veux acheter du Bitcoin. C'est ça qui fait monter le cours. À l'inverse. Donc, en fait, c'est un jeu à somme nulle. Quand ça monte enfin, il y a l'argent entre guillemets qui est donc il peut y avoir de plus en plus d'argent injecté, ça on le comprend bien, mais il y a pas le Bitcoin en tant que tel ne génère pas lui-même de l'argent. L'or c'est pareil, il génère pas lui-même de l'argent. Alors qu'à l'inverse, Apple génère de l'argent, Total génère de l'argent, LVMH génère de l'argent. Il y a des personnes qui sont non actionnaires. Ce que je veux dire, c'est par exemple dans le Bitcoin, tout l'argent en fait, il vient des gens qui en possèdent ou qui en ont possédé. Alors que Apple, eh ben, qu'il soit coté ou pas, ils vont gagner de l'argent. C'est pareil pour LVMH, c'est pareil pour Peugeot. L'argent, il vient des clients, il vient de la fabrication de produits, il vient des marges qu'ils font sur ces produits. Donc, l'argent, il vient de quelque part, c'est des vrais profits. C'est comme vous, quand vous achetez un appartement, l'argent, il vient des loyers. Les loyers, donc votre actif, il génère des revenus, il génère des loyers. Les sociétés, les parts que vous avez dedans, elles génèrent des bénéfices. Alors, il y en a qui font des pertes de temps en temps, mais la plupart génèrent des bénéfices. Donc, c'est vraiment, c'est pas de l'argent magique. C'est ça que je veux bien que vous compreniez. C'est pas de l'argent magique, c'est pas du casino, c'est pas rouge-noir, 50% de chances que ça monte, que ça baisse. L'argent, il vient des profits, des productions fabriquées, de la recherche et développement. Et aussi, quand vous êtes copropriétaire, donc non seulement vous êtes copropriétaire des bénéfices futurs, des bénéfices actuels, bénéfices futurs si vous les avez encore l'action, mais aussi vous êtes copropriétaire de l'actif de la société. La société, elle existe peut-être depuis 100 ans et elle possède des... Pensez par exemple à Peugeot, ils ont des terrains qui sont énormes pour leurs usines et ils les possèdent. Donc vous, alors bien sûr, ils ont sûrement des dettes en face, mais je veux dire, vous êtes propriétaire d'une petite part du foncier de Peugeot. Également, il y a des sociétés immobilières qui sont cotées, ça s'appelle des REIT, R-E-I-T, ou en français des SIC, je crois S-I-I-C. Et donc là, vous pouvez être copropriétaire d'une partie du foncier de la société. Donc là, on comprend bien d'où vient l'argent. Vous êtes copropriétaire d'une société foncière, elle loue ses appartements à des autres sociétés ou des habitants, elle gagne de l'argent comme ça. Peut-être que ces immeubles prennent de la valeur. Donc là, vous profitez à la fois des loyers et de la valorisation des immeubles. Plus souvent, elles font du levier, donc elles remboursent. Donc ça vous permet aussi de voir le patrimoine de la société augmenter. Mais c'est pas de l'argent magique, c'est pas le cours de bourse, il augmente pas parce qu'on est en train de regarder la courbe. Les cryptos, l'or et tout ça ne génèrent pas d'argent. Le fait si vous avez 1 kilo d'or, dans un an, vous n'avez pas 1,1 kilo d'or. Alors que si vous avez développé une voiture qui fonctionne bien, que vous la vendez et tout ça, que vous faites de la marge, eh ben, vous avez plus d'argent à la fin qu'au départ. C'est pareil, et on le voit bien avec une société foncière cotée, on arrive mieux à comprendre si c'est loué, l'argent, il vient de l'extérieur et il vient aller dans la poche de la société. Donc le cours d'une action. Donc pourquoi ça monte ou ça descend? C'est pas aussi simple que le marché immobilier local. Parfois, on aimerait bien. Ce qu'il faut se dire, c'est que en gros, c'est souvent les grosses perspectives de l'économie qui font que les cours ils augmentent ou ils baissent. Plus, ben voilà, un peu les produits qui sont développés, le management de la société. Et souvent, quand les gens ils sont optimistes, les cours ils montent. Quand les gens ils sont pessimistes, les cours ils baissent. Donc en fait, on peut dire que c'est un peu à la fois ce qui fait varier le cours d'une action, c'est sa valorisation intrinsèque de la société. Donc c'est un peu comme si vous aviez un bel immeuble dans un bon emplacement et les gens ils sont en train de voir comment va évoluer le quartier. C'est un peu ça qu'on peut faire le parallèle comme ça. Donc peut-être que vu que votre immeuble il est beau, il vaut peut-être plus que les immeubles d'à côté, mais si le quartier il augmente en tant que tel, bah là ça en plus il va prendre de la valeur. Donc faut se dire c'est un peu pareil la bourse, la 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 société en tant que telle elle va prendre de la valeur, mais enfin, elle peut avoir une certaine valeur, mais en plus, si l'économie va bien, et ben en général, il y a tout qui monte. Et puis de temps en temps, bah, si l'économie est plus pessimiste, ça baisse. Quand il y a le Covid,
Ça a été un peu un flash crash, mais sur 2 semaines, je sais plus combien on a perdu, 20 ou 30% de valorisation boursière. Ça arrive, c'est comme ça, les gens étaient très pessimistes, ils savaient pas où on allait. Et puis depuis, bah, les cours de bourse ont explosé. Donc voilà. Après, le point qu'il faut se dire, c'est un investissement qui doit être réfléchi, diversifié. Je vous explique tout ça dans la formation sur comment avoir un portefeuille diversifié, comment limiter son risque, aussi comment répartir son portefeuille actions, obligations, cash, etc. Mais voilà, faut pas non plus être fan le risque qu'on peut avoir, c'est être fan d'une société et du coup acheter que par exemple, je comprends qu'on puisse préférer, même s'ils sont pas cotés, mais Bugatti à à Peugeot. Mais ça se trouve, Bugatti va pas gagner d'argent, alors que Peugeot va en gagner. Donc, faut toujours aussi voir un peu les profits, les perspectives de profit des sociétés. Donc, on a vu pourquoi c'est intéressant d'investir en bourse, pourquoi les sociétés décident de ce côté, pourquoi le cours d'une action il augmente. Et maintenant, je voulais vous parler un peu des premiers pas en bourse. Donc, en fait, ce qu'il vous faut, c'est un courtier. Donc, si en plus si vous souscrivez à ma formation, je vous donne les 2 courtiers que j'utilise et notamment ils ont des codes de parrainage qui vous limitent les frais et qui vous même vous pouvez avoir, je crois que c'était 100 € de cash en ouvrant un compte chez eux. En gros, un courtier, il faut se dire, c'est un peu comme entre guillemets, et je fais des gros guillemets, ça va être un peu comme soit un agent immobilier ou soit un notaire dans l'immobilier. Donc, c'est quelqu'un qui va vous donner accès à l'achat d'actions, comme vous pourriez visiter un appartement puis ensuite l'acheter. Donc, en gros, vous ouvrez un compte. Donc, on peut soit faire ça dans sa banque historique, soit il y a des banques en ligne, soit il y a des courtiers aussi dont on entend parler de temps en temps qui sont plus ou moins à la mode. Mais en gros, bon, je vous dirai les courtiers que j'utilise. Je vous le dis dans la formation si jamais ça vous intéresse. Sinon, vous m'envoyez un message. Je suis pas là pour faire de la pub en direct pour l'un ou pour l'autre. Et puis, bien sûr, prenez toujours des pincettes quand les gens vous conseillent des courtiers. Moi, les courtiers que j'ai, j'en ai un depuis 9 ans, je crois, depuis 2015 et l'autre depuis 2017-18. Donc, j'y suis depuis longtemps, mais on peut pas tester tous les courtiers. C'est comme si je vous demandais, je sais pas, les notaires. Quel est le meilleur notaire? Bah, vous allez pas aller chez 30 notaires. Donc, quel est le meilleur dentiste? En fait, c'est hyper dur de comparer. Bien sûr, on peut voir les frais, on peut voir un peu la solidité du courtier, mais prenez toujours des pincettes quand on vous recommande un courtier plutôt qu'un autre par rapport à ça. Donc, faut ouvrir un compte chez un courtier, c'est assez simple, hein. Et ensuite, donc on a ce qu'on peut appeler comme une enveloppe pour investir. Donc, soit il y a le plus simple, c'est un compte titre, ça s'appelle tout simplement. Donc, en fait, le compte titre, avec le compte titre, vous pouvez acheter des actions. Donc, en fait, les comptes, ils fonctionnent par deux. Vous avez un compte espèce et un compte titre. Vous allez peut-être avoir 1000 € sur le compte espèce. Avec les 1000 €, vous allez acheter pour 1000 € d'actions ou même pour 900. Et donc, vous aurez à 900 € des actions, je sais pas moi, admettons Total, vous allez avoir j'en sais rien, le cours il doit être autour de peut-être de 50 €, ça fait longtemps que j'ai pu regarder. Donc vous allez peut-être avoir 18 actions totales et donc pour 900 € en tout et 100 € qui restent sur votre compte espèce. Si Total verse des dividendes, ça retourne sur votre compte espèce et ils en versent des dividendes. Et à l'inverse, bah, si vous pouvez continuer à racheter, donc avec l'argent qui est dans le compte espèce, vous pouvez continuer à racheter des titres. Donc ça, le compte titre, ce qui est bien, on peut investir partout, on n'a pas de restrictions, on peut acheter tout ce qu'on veut. Le problème, si vous êtes en France, c'est que la fiscalité, elle est un peu moins avantageuse que le deuxième sujet dont on va parler. Mais en tout cas, c'est assez libre. Vous pouvez vendre quand vous voulez. Vous avez vraiment une flexibilité importante. Si vous êtes à l'étranger comme moi, j'ai que des comptes titres parce que j'ai pas ces problèmes de fiscalité ou en tout cas pas les mêmes. Donc, vous pouvez acheter notamment des actions US avec les comptes titres. Et après, donc il y a le PEA, c'est très connu, le plan épargne action en France. Donc en gros, le gros avantage du PEA, c'est que donc c'est jusqu'à 150 000 €, hein, si je dis pas de bêtises, vous allez au bout de 5 ans être exonéré d'impôt sur le revenu. Par contre, vous allez toujours avoir les prélèvements sociaux de 17,2% sur les bénéfices. Mais on voit, c'est incomparable, même si vous avez un compte titre ordinaire, c'est les 30% de flat tax en France, c'est incomparable avec l'immobilier. L'immobilier, déjà, vous payez à l'entrée, vous payez donc les frais de notaire, vous payez des impôts sur les loyers. Donc, si vous êtes dans une grosse tranche d'impôts, ça tombe vite à 47, donc 30 plus 17,2. Vous payez les taxes foncières, vous payez la CFE, vous payez des taxes sur les plus-values si vous revendez.
Au moins, là, en France, c'est 17,2 globalement pour le PEA, avec des restrictions sur le PEA. Vous pouvez pas investir là où vous voulez. Vous pouvez difficilement investir dans les actions US et et une durée de détention. En fait, vous êtes obligé globalement de le garder 5-6 ans. Si vous voulez sortir de l'argent, en fait, ça ferme le PEA. Donc après, c'est de l'investissement long terme. Mais si par exemple vous avez des projets immobiliers, pourquoi pas passer par un compte titre. Si vous voulez acheter des actions Amazon, Apple, Tesla en direct, ben avoir un compte titre ordinaire. Rien ne vous empêche d'avoir les deux, bien entendu. Et le PEA, il est plafonné à 150 000 euros. Donc voilà. Et après, bien sûr, ce que je veux vous dire, c'est que dans tous les cas, la fiscalité s'applique sur les bénéfices. Ça s'applique pas si vous avez un portefeuille de 100 000 euros. Si vous décidez de le transformer en euros, vous n'allez pas payer 30 000 euros si vous avez la flat tax d'impôt. Vous allez payer sur les bénéfices. Peut-être que vous avez investi 70 000 euros, vous avez 30 000 euros de plus-value. Donc là, si vous sortez tout, vous allez payer 30% de 30 000 euros, donc 9 000 euros d'impôt. Donc ça, c'est quand même très important, contrairement par exemple aux frais de notaire. Bah là, ça s'applique vraiment sur tout, sur toute la valeur du bien. Donc voilà, faut donc en pratique c'est ça. Il faut ouvrir un compte chez un courtier. Ensuite, on choisit le type de compte et puis après, moi dans la formation, je vous explique, je vous ai filmé mon écran et j'ai pris des print screens, comment acheter, comment passer un ordre au marché, les codes ISIN, tout ça. Mais bon, vous pouvez trouver par vous-même si vous le souhaitez, mais ensuite on passe des ordres. Il y a des ordres au marché, il y a des ordres avec des limites. Tout ça, je vous l'explique en détail, mais c'est pas si compliqué de toute façon. Donc voilà. Ensuite, pour les risques, je voulais quand même revenir dessus. Les risques, donc plus le temps passe, moins c'est risqué. Mais donc, vous avez quand même des risques de faillite. Si on peut faire un petit parallèle avec l'immobilier, ben voilà, ça se trouve, vous avez faut imaginer un peu, peut-être vous achetez un immeuble et puis le quartier il commence à se dégrader et puis d'un coup, d'un coup en plus donc admettons votre immeuble, vous l'avez acheté à 300 000 et puis il vaut plus que 100 000 et puis en plus il y a une nouvelle loi qui sort qui vous oblige à tout réisoler, la toiture elle fuit, ben en gros ça vaut plus rien, ça vaut zéro. Ça peut arriver sur la bourse. Vous pouvez avoir des actions, donc soit la valeur qui chute énormément parce que on a on a beaucoup moins de demandes que d'offres, soit beaucoup moins de demandes que d'offres, ouais, c'est ça. Soit il peut y avoir des scandales, voilà, ça arrive qu'une société ferme. C'est pour ça qu'il faut être diversifié. Moi, je mets un gros point dans l'information là-dessus. En fait, en bourse, le plus important, c'est pas le choix des actions. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le choix des actions. Donc voilà, on a parlé de Lehman Brothers. Avant, aux US, il y avait Enron qui était connu. Par exemple, Peugeot, avec les problèmes de Carlos Ghosn, n'a pas fait faillite, mais c'est des risques de moins-value qui existent vraiment. C'est pour ça qu'il faut être diversifié et prendre la tendance. Le but, c'est pas forcément de surperformer le marché, c'est vraiment de prendre la performance du marché qui est déjà, comme je vous l'ai dit, de plus que 9% par an historiquement. Mais par contre, elle est de 9% par an historiquement, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle soit de 9% en 2024 ou en 2025 ou en 2026. C'est les différences sont très importantes, c'est pour ça que ça peut faire peur. Peut-être qu'elle fera moins 20 une année, plus 30 l'année d'après, moins 5 l'année d'après, plus 15 l'année suivante. Donc c'est pour ça que faut vraiment bien gérer ses investissements pour profiter de la performance du marché. Il y a des stratégies pour ça et ne pas tomber au pire moment ou ne pas croire parce que vous allez être un génie parce que vous avez investi et que ça a pris 30%. Et en tout cas, par contre, faut rester toujours investi. Donc voilà, le risque de faillite, il existe, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas investir. Il est plutôt rare. Voilà. Je vous ai cité, par exemple, si je vous demande 10 sociétés qui ont fait faillite dans votre rue, vous allez les voir. Peut-être qu'il y a dans le centre-ville, depuis que vous habitez, il y a peut-être 10 magasins qui ont fermé. Si je vous demande 10 sociétés cotées qui ont fait faillite de tête, même 5, vous allez avoir peut-être du mal à le dire. Donc c'est quand même l'exception, même si je comprends que ça puisse faire peur. Donc voilà. Après, le point que je voulais vous dire qui est important, c'est si mon courtier fait faillite, c'est aussi un risque qu'on peut avoir. Ben ouais, si moi je pose de l'argent chez mon courtier et mon courtier il fait faillite. Le courtier, en fait, faut dire que c'est l'intermédiaire. C'est comme si votre notaire, alors bien sûr, je fais des simplifications, mais si votre notaire met la clé sous la porte, vous n'allez pas perdre les biens immobiliers que vous possédez. Ben, c'est pareil. En fait, le courtier, il a des comptes qui sont vraiment à part et dans lesquels il se sert pas
avec, on va dire, les actes de propriété de vos actions. Donc, si le courtier ferme, c'est pas dramatique, vous n'allez pas perdre vos actions. À l'inverse, votre compte épargne, vous le savez probablement, si la banque ferme, alors, il y a un fonds de garantie des dépôts en Europe qui rembourse jusqu'à 100 000 euros, je pense, les particuliers, sauf qu'il n'a pas du tout les fonds pour rembourser jusqu'à 100 000 euros tous les particuliers d'Europe. Et bon, on comprend bien que mathématiquement, ça peut pas tenir la route. Mais l'argent qui est dans la banque en compte épargne, si la banque ferme, normalement, vous êtes remboursé. Mais c'est pas aussi garanti que... c'est quoi le mieux? C'est, ouais, normalement, je te rends son appartement si jamais il brûle. Ou alors, non, le titre de propriété, il est vraiment à part et personne ne peut y toucher à part vous. Donc voilà, le risque de si le courtier fait faillite, c'est un peu comme on peut l'avoir dans les cryptos. Les cryptos, si vous avez de l'argent sur une clé cold wallet, là comme on dit, Ledger et tout ça, si Binance fait faillite demain, c'est pas grave. Par contre, si l'argent il est chez Binance et qu'ils font faillite, ou chez FTX comme ça a été le cas, bah là c'est plus problématique. Donc faut un peu vous pouvez faire le parallèle. Euh, Vraiment, le courtier, c'est un compte à part. C'est pas dans ses comptes. Si vous regardez les comptes d'un courtier, vous n'allez pas voir les portefeuilles au bilan, une ligne portefeuille d'actions, comme si ça lui appartenait directement. Donc voilà, je vous dis pas que vous n'allez pas prendre de risques en investissant en bourse. Le risque de moins-value, il existe. Moi, j'ai des actions qui sont en moins-value. J'en ai qui sont beaucoup plus en plus-value. Et voilà, l'important, c'est de tenir le cap et d'avoir une stratégie. Ça, j'en parle dans ma formation. La stratégie à appliquer, bah, justement alors je dis pas qu'on peut éviter toutes les faillites, mais en tout cas que ça impacte pas la performance globale de votre portefeuille. Tout ça, il y a des solutions. C'est vraiment la bourse, c'est pas compliqué, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas compliqué, mais il y a des solutions et pour profiter de l'effet de. En fait, des gens l'ont rendu compliqué pour vous vendre des produits sur lesquels ils touchent beaucoup de frais et tout ça, mais c'est pas très compliqué en fait, hein. La bourse, c'est pas beaucoup plus compliqué que gérer un compte Instagram entre guillemets. Par contre, les enjeux ils sont plus importants. Donc voilà. Après, choisir ses actions. Donc là, on a fait. Je vous rappelle, j'ai dit pourquoi c'est important d'investir en bourse, pourquoi les sociétés décident de ce côté, pourquoi. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? C'était donc là comment investir. Voilà pourquoi les cours ils montent, que c'est pas un casino, etc. Donc voilà, choisir ses actions. Alors les actions, comme je vous l'ai dit un peu, choisir. En fait, il y a des choses qui sont plus importantes que choisir ses actions. Mais en gros, pour les choisir, globalement, on va se baser sur les fondamentaux. Donc soit sur ce que la société elle a déjà en patrimoine, comme je vous l'ai dit, si notamment c'est une société foncière, mais pas forcément. Il y a des sociétés qui sont là depuis longtemps. On en parle souvent. Alors c'est de McDo, par exemple. Moi, j'ai des actions McDo. Et on dit que McDo, c'est une société foncière. En fait, c'est pas une société qui vend des burgers parce qu'en fait, ils ont des terrains partout dans le monde. Là où, si vous avez vu le film de Founder, là, c'est assez bien expliqué. En gros, McDo, enfin comment il s'appelait, Rick Rock, je crois, celui qui a repris McDo, il était bloqué par un contrat de franchise, il gagnait pas assez d'argent avec les restos, et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté les terrains et il a dit aux franchisés, vous devez vous installer sur ce terrain. Donc McDo, c'est un des plus gros propriétaires fonciers privés du monde. Et donc, en fait, si vous achetez des actions McDo, déjà, vous allez peut-être profiter du profit futur sur les burgers. Et en plus, vous allez être copropriétaire de terrains parmi les mieux placés du monde. Si vous regardez là où il y a des McDo, il y en a dans les meilleurs endroits du monde. Donc, est-ce qu'ils sont propriétaires de tous les terrains? Je sais pas, mais en tout cas, c'est en dizaines de milliards les terrains qu'ils possèdent. Donc, vous, si vous avez acheté des actions McDo, vous êtes propriétaire de ça. Donc, quand on achète une action, il faut voir à la fois le patrimoine, donc un peu comme si vous vous mariez avec quelqu'un de riche. Regardez combien il gagne, mais regardez aussi ce qu'il possède, quelle est la valeur de sa maison, quelles sont les dettes, etc. Donc, on choisit les actions à la fois sur les, euh, sur les actifs possédés et également sur les résultats futurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des choses qui existent, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a des sociétés dont, en fait, si vous achetez toutes les actions, donc si vous êtes propriétaire à 100% des actions, et ben en fait, ça coûtera moins cher que juste le patrimoine qu'elle possède. C'est un peu comme si vous pouviez acheter un appartement à 100 000 euros avec dedans un sac de billets de banque de 200 000 euros. C'est très rare, mais ça existe. Par contre, il peut y avoir vous pourriez acheter l'équivalent d'un appartement de 100 000 euros avec 20, 30, 40, 50, 60 000 euros
un sac qui est dedans le moment où vous l'achetez, et puis le reste, vous allez le rentabiliser avec les loyers futurs. Ça existe. Donc, soit, en gros, on se base sur le patrimoine de la société, soit on se base sur ses résultats futurs. Après, il y a plusieurs indicateurs boursiers qu'on utilise généralement pour savoir si une société, son cours, il est trop haut, trop bas, etc. Ça, je vous explique en détail l'information. Je crois que ça prend quasiment 1 heure, mon analyse dans ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Je vous explique comment ça fonctionne. Pas vous faire un épisode de podcast là-dessus en entier, mais globalement, sachez que c'est comme ça qu'on choisit les actions dans lesquelles on investit. Donc, les fondamentaux, qu'est-ce qu'elles ont déjà? Quels sont les projets, les perspectives futures? Et aussi, bah, c'est pas parce que les perspectives futures sont bonnes que ça vaut n'importe quel prix. Donc voilà, c'est pas parce que je vous dis que un appartement qui vaut, admettons, 100 000 euros aujourd'hui et qui ramène 10 000 euros par an, si je vous dis ouais, mais l'an prochain il va ramener 20 000 euros, bah c'est pas pour ça qu'au lieu de 100 000 il vaut 3 millions. Et en fait, il y a des sociétés, c'est un peu ça qui se passe, c'est que dès lors qu'elles sont sur la bonne tendance, on attend, tout le monde en veut, et du coup, ils ont tendance à les surpayer. Après, je voulais vous parler de l'analyse technique, l'analyse graphique. Donc, si vous êtes sur les réseaux, ou peu importe, vous avez déjà dû voir des traders avec les courbes, faire des trucs, les moyennes mobiles, les supports, les résistances, etc. Je vous le dis, moi-même, j'y crois pas du tout à l'analyse des courbes, l'analyse technique, etc. Donc, énormément de traders. J'ai mis les études dans la formation, je sais plus exactement, mais en tout cas, une énorme majorité, ça doit être 9 sur 10 personnes qui essayent du trading, qui essayent de faire ça, de timer le marché, ils y arrivent pas. J'ai eu sur le podcast Xavier qui gère 4 milliards de fonds d'investissement dans une des plus grosses banques de France. Il m'a dit qu'il a suivi des formations sur le sujet. Il a, pour lui, et il est aussi investisseur boursier, pour lui, ça fonctionne pas. Enfin, en tout cas, il a jamais vu la plus-value. J'ai cherché quand j'ai fait la formation, j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver des études qui prouvent que ça fonctionne. J'en ai pas trouvé. Donc j'ai cherché sur Google, j'ai cherché sur les IA, j'ai cherché vraiment au maximum. J'en ai pas trouvé. Alors que ben, des gens qui s'enrichissent et tout ça, ça on peut bien le voir. Tout est sourcé dans ma formation. Donc tout ce qui est les courbes, tout ça. En tout cas, si vous y arrivez, si vous connaissez quelqu'un, et en plus il y a des formes d'animaux et tout ça, franchement ça fait pas sérieux. La chauve-souris, le rebond du chat et tout ça. Moi, en tout cas, l'analyse technique, lire les courbes, savoir parce que ça monte, que ça va continuer à monter, tout ça, j'y crois pas. J'ai regardé. Pour moi, c'est vraiment un truc de vendeur de bullshit, de vendeur de formations qui gagnent de l'argent comme ça, alors qu'ils gagnent pas d'argent sur leur truc. Ou alors ils vont vous montrer des trades gagnants, mais jamais les perdants. Il y a des gens, faut juste vous dire, il y a des personnes très probablement dans les plus grosses banques du monde, avec tous les outils du monde, avec Bloomberg, qui coûte un poste Bloomberg, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, plus leur expérience, plus tout ça, qui arrivent peut-être à gagner de l'argent. Et encore, tous les traders, ils sont spécialisés sur des produits très spécifiques. Mais n'essayez pas les courbes, en tout cas, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais mon avis, c'est que lire les courbes et tout, vous allez juste perdre votre temps, vous allez vous dégoûter de l'investissement boursier. L'investissement boursier, il faut que ce soit pas du tout sexy, il faut juste que ça rapporte de l'argent. Donc, n'essayez pas de timer le marché et tout, vous allez perdre votre temps, votre énergie, vous allez devenir dingue. Donc voilà, analyse technique, pour moi, c'est du flan. Et notamment, il y a quand même un gros YouTuber. D'ailleurs, on m'a proposé de m'associer avec lui sur un projet. Et en fait, il y avait plusieurs autres auxquels j'étais pas forcément contre. Et puis, dès que j'ai entendu son nom, je dis, ah, c'est bon, c'est bullshit votre truc. Si c'est pour être associé avec lui, non merci, je passe mon chemin. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler rapidement des ETF. Donc, les ETF, ça, c'est en fait c'est comme si au lieu, c'est comme si vous avez en fait pas, vous savez pas dans quelle action investir. Si vous voulez juste profiter de la tendance du marché, vous pouvez acheter. Donc, c'est des parts d'ETF. Donc, c'est des produits qui sont relativement récents, même ça fait un moment que ça existe, mais en tout cas qui ont bien le vent en poupe. Et en fait, c'est un peu comme si vous saviez pas quel appartement acheter dans une ville et vous pouviez acheter un bout de tous les appartements de la ville. Faut un peu voir ça comme ça, ou alors de tous les T2 de la ville, ou alors de toutes les maisons de la ville.
Donc c'est en fait, ça vous permet de prendre un bout de chaque. Donc il y a des ETF qui sont sur, par exemple, le CAC 40, les 500 plus grosses entreprises américaines, les 100 plus grosses entreprises anglaises. Après, il peut y avoir des ETF spécialisés dans l'eau, spécialisés dans les produits de luxe. Tout ça, l'information, je vous explique les noms des ETF. C'est un peu compliqué à lire, mais c'est pas si compliqué. Je vous explique et je vous fais un bon panel de tout ce qui peut exister. C'est assez intéressant, c'est une stratégie qui fonctionne très bien les ETF. Moi, j'en ai pour, dans une bonne partie de mon portefeuille, c'est pas tout mon portefeuille, mais j'en ai dans une bonne partie. Il y a des frais sur les ETF, mais ils sont assez faibles et vraiment ils permettent une diversification et une non, réflexion qui est très, très intéressante. On surfe sur la tendance. Donc voilà, donc choisir, dans quelles actions investir, c'est un peu comme quand on choisit, pour, l'appartement parfait. Parfois, il vaut mieux en acheter un qui a l'air OK que essayer de chercher vraiment pendant des heures le meilleur et puis de se faire de se distraire, d'abandonner et tout ça. Si jamais on n'a pas le temps, pas la patience, on peut acheter des parts d'ETF. Voilà, il y a quelques spécificités à connaître sur les ETF, mais c'est pas très compliqué. Je vous ai fait, je pense, il y a aussi une leçon d'une heure. C'est à peu près les deux plus grosses leçons que j'ai dans la formation. C'est sur comment choisir en analyse fondamentale une action et puis les ETF où je vous présente tous les différents types d'ETF qui existent et comment bien lire leur nom, comprendre leur nom, et notamment selon euh, leur type, ça va influencer votre fiscalité. Donc voilà, ça, je vous l'explique. Mais j'espère que là, on a fait un bon tour maintenant d'horizon sur tout l'investissement boursier, que vous avez compris les bases de la base. Donc, je vous fais les résumés des points. Donc, investir tôt, le plus tôt, c'est le mieux. Donc, si c'est pour vous, pour vos enfants, enfin voilà, essayez de commencer tôt. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas votre conseiller en investissement, mais je vous explique comment moi je vois les choses, bien entendu. Les entreprises, pourquoi est-ce qu'elles vont en bourse? Ben, pour lever des fonds, lever de la, pour ensuite aller sur des nouveaux marchés ou alors récupérer des liquidités d'un marché existant. Quand on est investisseur immobilier, c'est un peu le rêve qu'on voudrait. On se dirait, bon ben voilà, maintenant j'ai 1 million d'euros d'IMO, tout tourne, tout se paye tout seul. Punaise, si là, avec ce million, je pouvais réavoir 1 million, eh ben ce serait, j'irais beaucoup plus loin. Et puis si ce nouveau million, vous pouvez de nouveau en céder une petite partie pour retourner sur des nouveaux projets, bah, ce serait le rêve. Voilà. Donc on peut choisir ses investissements, on peut aussi se diversifier énormément. Il y a des risques, bien entendu, il y a des risques de moins-value, surtout si on doit sortir rapidement du marché. Selon le moment où vous êtes, bah, soit vous serez en grosse plus-value, soit vous serez en grosse moins-value. Pour commencer, il faut ouvrir un compte chez un courtier. Et voilà, je pense qu'on a fait le bon tour. Merci d'être là. Donc, le mot, vous aurez le droit à une petite réduction. Donc, ma formation sur la bourse, vous pouvez la trouver sur grosbillet.com/bourse. Et avec le code promo Toulouse, allez, Toulouse en minuscule, parce que je décolle dans 3 heures pour Toulouse, avec le code promo Toulouse, vous aurez une réduction sur la formation qui est déjà, je pense, la moins chère que vous pouvez trouver. Euh, voilà. Pourquoi est-ce que je vais pas la faire gratuite? Parce que si je la fais gratuite, vous allez pas la suivre, tout simplement. Et mais voilà, c'est quelques dizaines ou un peu plus que 100 euros. Et je pense que vraiment prendre son et en plus vous pouvez récupérer une bonne partie si vous remplissez les conditions avec les parrainages des deux courtiers. Et du coup, ça vous rapporterait même, enfin indirectement, de l'argent. Mais en tout cas, voilà, que ce soit via ma formation ou même si vous la suivez pas, intéressez-vous à la bourse. Ça, c'est vraiment, les années, elles passent vite. Et là, ça, en ce moment, ben, les portefeuilles boursiers, ils ont déjà bien augmenté. Et enfin, ça, j'ai envie de dire, pour moi, là, les montants, tous les mois, depuis 9 ans, je mets de l'argent dessus. Et là, quand on voit que ça grossit, ça grossit, ça grossit, on se rend compte qu'on a fait les choses bien, que j'ai fait les choses bien. Bien sûr, j'ai fait des erreurs, mais là, j'ai plutôt gardé le bon cap. Et voilà, là, je suis en train de, j'ai préparé un dossier bancaire. Bah, j'étais très content de pouvoir montrer mes grosses plus-values, et c'est comme ça probablement que le banquier va me suivre, enfin, notamment à cause de ça, qu'il va me suivre sur le projet IMO. Et puis avoir de l'argent qui tombe comme ça en passif. Quand on voit quand même l'immobilier, un appart, 2 apparts, 3 apparts, ça prend pas beaucoup de temps. Quand on dépasse les 10, 15 et tout ça, ça commence à prendre pas mal de temps. Alors que la bourse, ça monte tout seul. Et puis elle est pas impactée par l'inflation, les hausses de taux et tout qu'on a pu connaître récemment.
Et ben ça fait plaisir. Voilà, on se dit qu'on a fait les choses bien et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc soit avec moi ou soit tout seul. Je force pas du tout la main. Et voilà, si vous voulez, avec le code promo Toulouse que je ne remettrai nulle part ailleurs que dans ce podcast, vous aurez une réduction sur la formation grosbillet.com/bourse. La semaine prochaine, on se retrouvera avec un invité d'exception, bien entendu. Merci en tout cas pour les 2 derniers épisodes. Donc, j'ai eu 2 fois 2 invités. J'ai eu Marie et Julien. L'épisode, il a méga cartonné. Ça a été un des meilleurs lancements, je pense. Mais faut dire, hein, ils sont vraiment solides. Et puis, j'ai eu les frérots de Limo. Ben pareil, l'épisode, il a beaucoup de commentaires, beaucoup de retours. Et en plus, juste le lendemain que l'épisode est sorti, ils ont signé avec Eric, que j'avais eu aussi sur le podcast La boîte à outils des investisseurs, donc le podcast privé, et le podcast public. Donc, Eric, qui est expert en bâtiment, qui avait une société d'électricité, qui l'a revendu, et qui est maintenant rentier. Ils ont signé un gros immeuble d'activité mixte dont Eric qui parlait justement donc c'est son activité principale dans l'investissement, sa spécialité et ils ont signé un gros projet. Donc félicitations à eux. Et dernier petit point, on avait fait, donc si vous voulez nous rejoindre, bon vous avez tous les liens sur gourbier.com, mais dans le podcast privé, on a fait le premier apéro IMO virtuel et c'était cool, on était une petite quinzaine, donc c'était le dimanche soir dernier. Et justement, il y avait Eric qui nous a présenté son projet. Il nous a dit les chiffres. Tout le monde. Donc, c'est pour ceux qui m'ont demandé, il y en a qui m'ont posé la question. Ces apéros virtuels, ils n'ont pas eu pour vocation à être enregistrés. Est-ce que ça en fasse des lives ensuite? C'est justement plutôt comme une discussion informelle. Donc, on a fait des petits groupes. Chacun s'est présenté et tout ça. On a parlé de nos projets. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parlé des projets en cours. Donc, globalement, en France, en ce moment, on lève de l'argent. Moi, là, pour vous dire, le taux qu'on m'a proposé, c'est 4,05%. Donc, c'est dans ces eaux-là à peu près qu'on lève de l'argent aujourd'hui en France. Par contre, on avait, et d'ailleurs, je vais le recevoir sur le podcast normalement, un investisseur en Espagne et lui, il a pu investir à un taux bien plus faible, bien plus en dessous des taux de la BCE. Donc, j'étais assez étonné. Voilà, c'était vraiment super l'échange. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la boîte à outils des investisseurs. Vous avez des épisodes de fous furieux. Et en plus, bah, maintenant, on va essayer de faire, je pense, tous les 1 mois, 6 semaines, un apéro virtuel comme ça, parce que bah, les apéros physiques, c'est génial, mais il faut être dans la ville. Là, où que vous soyez, il y avait des gens qui étaient sur la route, il y a des gens qui venaient de coucher leurs enfants et tout ça. Ils ont pu nous rejoindre. On avait d'ailleurs aussi bah, cet investisseur espagnol / investisseur en Allemagne et on espère faire un épisode très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine. Moi, je passe le week-end dans le sud de la France. Je pense que mon accent passera inaperçu par là-bas. D'ici là, d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous, de vos gros billets et de vos proches. Et bah voilà, rejoignez-nous sur grosbillets.com. À très bientôt. Bye bye.